À l'aune de l'actualité, les ministres en charge de la communication et de l'économie numérique du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont été reçus ce matin par le président de la transition. Il a été question des grands chantiers en cours dans le domaine du numérique et dans les pays de l'AES. Fin des examens de fin de cycle, le ministre de l'Éducation nationale a fait le point et le constat est bon dans l'ensemble. Les candidats au bac à Kidal ont renoué cette année avec les examens après 12 ans d'occupation. Fin de la 7e édition du Forum international Afrique Développement au Maroc. Des recommandations comme la nécessité pour les États africains d'adopter des réformes pour améliorer le climat d'affaires ont été faites et près de 6000 rendez-vous B2B ont été confirmés. Et dans ce 20h, nous allons voir comment les lutteurs se préparent pour la lutte traditionnelle organisée dans le cadre du bal des costumes traditionnels de l'ORTM demain samedi au CICB. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1 à Koulouba au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu en audience les ministres en charge de la communication, de l'économie numérique, des postes du Mali, du Burkina Faso et du Niger en marge de la semaine du numérique. Ils sont venus faire le point des grands chantiers en cours dans le domaine du numérique et dans les pays membres de l'AES. Le reportage de Mamadou Fali. La souveraineté numérique au cœur des échanges entre le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et les ministres de la communication et de l'économie numérique des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est au cours d'une audience accordée par le président de la transition en marge de la Semaine nationale du numérique tenue du 25 au 27 juin. Nous venons d'assister à la deuxième semaine numérique du Mali, à laquelle nous avons participé avec nos délégations. Nous sommes venus les remercier pour l'invitation qu'ils nous ont faite au sein de l'AES pour venir participer à cette deuxième édition et les remercier également pour l'accueil et l'hospitalité dont nous avons bénéficié au cours de notre séjour. Nous lui avons également parlé des bienfaits du numérique et également nous l'avons remercié pour son soutien à la digitalisation intégrale de l'administration malienne qu'il a annoncé le 22 juin à Sikasso. Et nous avons également bénéficié de ses conseils et de son soutien au sein de l'AES pour faire du numérique le centre de toutes les décisions, le centre de toutes les stratégies de développement afin de booster notre économie et notre développement ainsi que notre sécurité. Les trois ministres ont, au cours de cette audience, fait part au président de la transition des grands projets que l'Alliance développe ensemble. Des projets qui vont de la digitalisation des administrations en passant par les services roaming. Nous avons pu travailler sur un projet de mémorandum dans le domaine du numérique. Nous espérons pouvoir le signer très bientôt. Nous avons le soutien de nos trois présidents pour avancer dans cette dynamique-là et permettre au numérique de pouvoir accompagner toutes les initiatives, tous les efforts qui sont faits au niveau de notre alliance. Donc, au niveau de ce mémorandum, nous avons les différents sous-domaines, que ce soit au niveau des infrastructures, pour pouvoir mutualiser nos infrastructures et pouvoir construire des infrastructures communes pour soutenir notre ambition de transition digitale au niveau de l'espace. Mutualiser également nos expertises, donc les expertises au niveau des trois pays, pour pouvoir penser et concevoir les solutions à nos différentes problématiques et également organiser la formation et l'encadrement de nos jeunes qui sont pétris de talent pour qu'eux aussi puissent contribuer à cette transition digitale afin qu'elle soit effective dans notre espace. Nous réfléchissons actuellement sur une déclaration pour le free roaming au sein de notre espace afin que nos populations puissent, lorsqu'elles se déplacent, pouvoir communiquer sans frais. Les ministres ont ensuite salué le Mali pour l'accueil de leur délégation et la qualité de l'organisation de la Semaine nationale du numérique. Quatrième session du Conseil d'orientation et de suivi du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques. Une cérémonie présidée par le Premier ministre qui a salué les résultats enregistrés. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré.
Cette quatrième session est un cadre approprié pour les membres du Conseil d'orientation et de suivi du Centre national pour la coordination du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques de débattre des questions intéressant la vie de cet outil de gouvernance à la disposition du gouvernement. Sur la table, le rapport d'activité 2023, le rapport annuel de performance ainsi que le programme de travail 2024-2026. Nous avons produit mensuellement des rapports que nous appelons des rapports du Centre national d'alerte précoce et de réponse aux crises, dans lesquels, dans les 5 thématiques de menaces que le centre couvre, nous avons eu à faire un diagnostic dans chaque thématique et faire un pronostic d'évolution des problèmes en faisant ressortir les risques par thématique. Après avoir rappelé le contexte dans lequel a été créé le centre en 2017, le Premier ministre dira que cette quatrième session se tient à un moment important marqué par la création de l'Alliance des États du Sahel. La quatrième session du comité intervient dans un contexte particulier, marqué par un environnement géopolitique hostile en raison de la prise le 18 janvier 2024 par les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la prise de décision de se retirer de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de cheminer dans un nouvel ensemble dénommé Alliance des États du Sahel, AES, dont l'objectif est la mutualisation des efforts pour affronter les défis communs. Ce nouvel environnement exige alors d'un service stratégique qu'est la CENAP davantage d'anticipation et de vision sur certains problèmes clés. Et c'est pourquoi il me plaît ici de saluer le leadership du Comité national du Mali dans son partage d'expérience avec celui du Niger du 18 au 24 mars 2024, celui du Burkina Faso du 24 au 26 avril 2024. Au cours de ces rencontres avec ses homologues de l'AES, l'objectif consistait à la compréhension commune des missions et rôles des centres d'alerte précoce et de réponse dans l'architecture commune. Après l'exposé du directeur régional du centre, les différentes interventions ont mis en lumière l'importance de cette structure. Parce que dans la situation où nous sommes, vous êtes vraiment un outil par excellence de prise de décision pour les décideurs du pays. Mais pour cela, il faut que vous soyez soutenus. Il faut qu'on comprenne le rôle de votre mission, qu'en conséquence, vous ayez le soutien politique nécessaire. Créé en 2017, le CENAP est un outil d'aide à la décision qui a pour mission essentielle de collecter les informations et les données sur l'ensemble des défis de la sécurité humaine en général, avec comme thématique privilégiée la sécurité, l'extrémisme violent, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, entre autres. Rendons-nous à présent au Centre international des conférences de Bamako qui abrite les travaux de la session budgétaire du Conseil national de transition. Elle est consacrée à la programmation budgétaire et économique 2025-2027. On en sait plus avec Youssouf Diakité et Tchédia Kamara. Les membres du Conseil national de transition à l'exercice budgétaire, le ministère de l'économie et des finances donnent des informations financières sur la programmation budgétaire de 2025-2027. Cet exercice, ils l'ont appelé débat d'orientation budgétaire de la programmation économique pluriannuelle 2025-2027. Le département en charge des finances, en venant débattre avec les parlementaires de ces perspectives économiques, financières et sociales, des contraintes liées à l'environnement socio-économique et de ces hypothèses de cadrage telles retenues par le gouvernement, fait montre d'une volonté ferme de renforcer, autant que faire se peut, l'approche participative dans le processus de préparation du budget d'État. Le ministre de l'économie et des finances précise dans son intervention que ce débat démocratique économique s'explique par des raisons de transparence pour une meilleure compréhension des activités programmées par les bénéficiaires, c'est-à-dire la population. Sur la base d'hypothèses économiques précises et justifiées, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle évalue le niveau global des recettes attendues de l'État par grande masse d'impôts et taxes et les dépenses budgétaires par grande catégorie de dépenses. Il indique également l'évolution de la dette du secteur public et fixe les objectifs d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme.
Le débat d'orientation budgétaire est l'occasion de s'assurer de la cohérence du projet de loi de finances de l'année à venir avec la trajectoire annoncée par le gouvernement en lien avec le cadre stratégique de refondation de l'État 2022-2031, son plan d'action 2022-2026 et la consolidation des actions du cadre stratégique de la relance économique et le développement durable au Mali. Les travaux sont ouverts par la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition qui demande la participation active de tous pour sortir un document à hauteur de souhait. Cet exercice appelé débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte sociopolitique et économique caractérisé par notre engagement ferme dans un processus de recouvrement de la souveraineté globale de notre pays, tant sur le plan politique, économique, social et culturel. Outre les membres du CNT, les représentants des services techniques du ministère de l'Économie et des Finances prennent part au débat. Œuvre sociale du président de la transition, 3 forages pour les populations de Baraouli. Les bénéficiaires sont l'école de Niamadi-Bougou, celle de Nienguin et le centre de santé de Foni. Le reportage est signé Mohamed Nama Akeita. Dans le cercle de Baraouli, à 172 km de Bamako, c'est d'abord à Niamadi-Bougou que le conseil spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, Agibou Dambélé et sa délégation, ont donné le temps de la série d'inauguration des forages. Nous tenons à souhaiter la bienvenue à monsieur le conseiller spécial du président. Le forage numéro 379 des œuvres sociales, magistralement planté, abrégera désormais la soif des élèves. Dans les centres de santé, parce qu'on sait que l'eau c'est le premier médicament, le président de la transition a en tête d'enlever une épine des pieds des médecins et atténuer un peu la souffrance des patients. Les enfants, dire aux enfants que le président de la transition leur offre l'eau, c'est pas pour qu'ils s'amusent, c'est pour qu'ils puissent étudier, pour que de ces études-là en découle le développement du Mali. Dire aux bénéficiaires aussi que de prendre soin de ces forages. Les forages les est confiés, de prendre soin de ces forages, bien les entretenir, afin que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier d'autre part. C'est remercier toutes les populations qui nous ont reçus aujourd'hui. L'enthousiasme des populations traduit que nous sommes venus à point nommé. Un grand soulagement pour les populations bénéficiaires qui mesurent la portée de l'acte. Aujourd'hui est un jour historique. Grâce à Assimi, nous avons de l'eau, une denrée très précieuse ici. L'eau, c'est la vie, nous en sommes très heureux. Après Niamadi-Bougou, c'est dans la cour de Niéguin que le conseil spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, Agibou Dambélé, a inauguré le forage 380 pour le plus grand bonheur des populations de cette localité qui souffrent les martyrs pour se procurer de l'eau potable. Les châteaux sont en train de pousser dans tout le Mali comme des champignons. La dernière étape du périple du conseil spécial du président de la transition à Baraouli a concerné le centre de santé de Foni à Tamani. Avec l'inauguration du 390e forage des œuvres sociales, l'eau potable est désormais disponible à volonté. Vous êtes venus étancher notre soif. Nous en sommes ravis. Il n'y a pas de vie sans eau. Aucune œuvre humaine n'est réalisable sans cette source. Nos sincères remerciements au président de la transition. Toutes ces réalisations illustrent l'engagement du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, à améliorer les conditions de vie des populations, en particulier celles des élèves et des femmes. Je le disais dans les titres, fin des examens de fin de cycle, les examens qui se sont bien déroulés sur toute l'étendue du territoire national. Tous les acteurs ont joué leur rôle de façon patriotique. Et il faut noter qu'à Kidal, les candidats au bac ont renoué avec les examens après 12 ans d'occupation. Fadeba Keita. Une année scolaire normale qui se termine par des examens sereins est une prouesse pour le ministère de l'Éducation nationale. Le département estime que ce succès est la conjugaison d'efforts de tous les acteurs et partenaires de l'éducation, des membres du gouvernement et surtout de l'engagement sans faille du président de la transition, chef de l'État. Si l'année scolaire 2023-2024 a été calme, nous le devons
à l'action conjuguée de tous les acteurs et partenaires de l'école. Les administrateurs scolaires à tous les niveaux, les syndicats d'enseignants, les responsables des associations de promoteurs d'établissements scolaires, les parents d'élèves. Tous ont conjugué leurs efforts pour que les examens se passent dans de très bonnes conditions. Les corrections et les différents secrétariats sont en cours. Les candidats attendent impatiemment les résultats. Les résultats sont faits pour tomber. Les chronogrammes ont été à ce niveau arrêtés et nous tenons au suivi rigoureux de leur respect, au respect rigoureux de leur effectivité. Il faut que les délais qui sont fixés, que je ne vous détaillerai pas, que ces délais soient respectés. Tout le monde travaille à cela. Autre fait qui restera dans les annales du département de tutelle, c'est l'organisation des examens à Kidal après plus de 10 ans d'occupation. C'est une grande victoire. Cela n'a été possible que parce que les femmes ont fait leur travail. Je dois saluer l'action des femmes, la logistique qu'ils ont mise en place pour que les examens se passent normalement. La logistique, c'est quoi? C'est le transport de tout le matériel, des feuilles de composition, de tout ce qui est confidentiel. Tout ça a été pris en charge par les vols de l'armée de l'air. De la transition à ce jour, l'année scolaire malienne n'a ni été facultative ni partielle. Elle a toujours été normale. La réussite des examens de cette année, comme les précédents, prouve qu'ils peuvent être limpides. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale vient de prendre part à la 36e édition du Forum de Crans-Montana à Bruxelles. C'est un espace d'échange de haut niveau qui vise à renforcer la coopération internationale pour promouvoir un dialogue permanent entre les décideurs des secteurs publics et privés. Lors de ce forum, le chef de la diplomatie malienne a co-animé un panel sur l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle dynamique géopolitique dans la configuration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Je vous propose un extrait de son intervention. On a décidé de mettre en place une communauté qui puisse nous aider, à assurer la sécurité, à lutter contre le terrorisme, parce qu'on lutte contre le terrorisme dans cet espace depuis longtemps, mais on ne pouvait pas le faire ensemble. Maintenant, on va le faire ensemble. Et contre tous les autres facteurs d'insécurité, le deuxième pilier, c'est de travailler à mettre en place une intégration économique poussée, parce qu'il y avait déjà un espace économique et géoculturel qui était là pour pouvoir travailler, pour renforcer la libre circulation dans nos pays, avoir des projets intégrateurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine des infrastructures. Bon, parce que nos pays sont physiquement aussi liés par beaucoup de réalités qu'on peut... Et ces pays regorgent aussi des ressources minières, minéralogiques, de toutes sortes. Et le troisième, c'est vraiment travailler ensemble pour que nos pays parlent d'une seule voix, avoir une action diplomatique coordonnée. Nos ministres en charge des affaires étrangères ont recommandé aux chefs d'État d'aller même vers une confédération. C'est-à-dire une confédération en prélude à une fédération des 3 États, qui se fera par étapes. Pourquoi nous proposons ça? Nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et qu'il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative. D'avoir une organisation, qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire. Je pense que c'est là où il me semble être important que vous compreniez, qu'on soit pour la CEDEAO, pour l'UEMOA, comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. 2,
Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Donc moi je pense que ça c'est important. J'apprends aussi que même des responsables européens disent à leurs gens non, il ne faut pas que vous soyez vus avec eux, il ne faut pas que... Mais je crois que c'est de l'enfantillage parce qu'en réalité, nous on n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. On a des différends politiques, on peut parler pour trouver des solutions. Mais vraiment, nous, on n'a pas... Je pense qu'il faut que nos dirigeants s'élèvent à la hauteur de leur tâche et de leur mission et non être dans des épiphénomènes de faire des photos ou de gérer des mains des gens. Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. Mais aujourd'hui, l'AES se bat pour ça. Pour une gouvernance, améliorer une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite créer des modèles de gouvernance qui peuvent... Mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États, parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des donnes qui étaient là. Nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder. On veut naturellement que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Voilà le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale lors du forum de Crans-Montana à Bruxelles. On en vient à un autre titre de ce journal. Fin de la 7e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca au Maroc. Plusieurs recommandations fortes ont été faites, dont la nécessité pour les États africains d'adopter des réformes courageuses pour améliorer le climat d'affaires. En 2 jours, les chefs d'entreprise d'une 30aine de pays ont eu la possibilité de se côtoyer et de nouer des partenariats et près de 6000 rendez-vous B2B ont été confirmés. Retour sur les temps forts de la journée Mali, suivi de la cérémonie de clôture avec nos envoyés spéciaux à Casablanca au Maroc, Sidiki Dambélé et Abou Koni. Le Mali était à l'honneur ce vendredi au marché de l'investissement du Forum international Afrique Développement. Et c'est le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements, API Mali, qui était sur le banc du plaidoyer pour exposer les thèmes sur tout le potentiel du Mali à votre portée. En d'autres termes, pourquoi faut-il investir au Mali ? Face aux journalistes et à une pléiade d'investisseurs internationaux, Mamadou Ndiaye, en 30 minutes chrono, a d'abord balayé d'un revers de main l'image d'un Mali en crise avant de brosser tout le potentiel en termes d'agriculture, d'élevage, des ressources humaines et minières. Et in fine, l'opération séduction a bien marché. Alors, est-ce que ça va au Mali? Est-ce qu'il y a la crise? Et le pitch nous a permis véritablement de contribuer à inverser cette tendance. Ce qu'on appelait comme un pays de l'interland, un pays continental, un pays périphérique est devenu une centralité aujourd'hui. Lorsqu'on prend les 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, est-ce qu'on regarde sur la carte de l'Afrique de l'Ouest, on sent que rien ne peut se faire sur le plan économique sans ces 3 entités. Et le potentiel du Mali, on ne le dit pas souvent, c'est d'abord sa jeunesse. Même si on le considère comme étant un handicap, c'est d'abord le potentiel de la jeunesse et son caractère innovant. Tous les jours, on voit des jeunes qui remportent des prix. Le dernier, en date, s'est fait en Azerbaïdjan la semaine passée, où il y a une jeune malienne qui a remporté, Mme Sanogo, un prix de l'innovation en Azerbaïdjan organisé par l'organisation de la conférence islamique. Déjà, au niveau du stand Mali, l'on totalise une 30aine de sollicitations d'opérateurs intéressés par la destination Mali. L'autre temps fort de la journée a été la cérémonie de clôture du forum, marquée par la remise des trophées de la Fondation Almada aux 3 meilleurs jeunes entrepreneurs du continent, ainsi que des trophées de la coopération Sud-Sud aux entreprises qui se battent pour une meilleure intégration économique à l'échelle africaine. Un trophée remporté par la société Star Oil de Mauritanie devant Toguna Agro-Industrie du Mali et 7 autres entreprises présélectionnées. Moi, coordonnant ce prix, aujourd'hui, à Tijari Bank et le Club Africa Development Club en Afrique honore par ce trophée, fait de ce trophée plusieurs coups. Il honore la Mauritanie, pays grâce auquel mes actionnaires et moi-même avons pu entreprendre cette aventure. Il honore aussi le Mali,
qui m'a vu naître et grandir, où je compte encore de très nombreux parents et amis où j'ai investi. Il honore aussi tous les pays africains où nous avons investi et qui nous ont tous très très bien accueillis. Nous avons toujours voulu investir en Afrique parce que l'Afrique est l'environnement que nous connaissons. Nous croyons en l'Afrique. Nous croyons surtout à la nécessité, aux besoins de l'unité et de l'intégration africaine. Des trophées de reconnaissance, mais qui appellent aussi à beaucoup plus d'investissement pour que l'Afrique prenne toute la place qu'elle mérite dans la marche du monde. Voilà d'ailleurs tout l'enjeu de cette 7e édition qui a été un franc succès selon ses initiateurs. À ce titre, je suis personnellement très impressionné par les premiers indicateurs que les équipes organisatrices du groupe Attijari Forum m'ont communiqués et qui dépassent toutes nos attentes. À hier soir, plus de 5500 rendez-vous B2B ont été confirmés, ce qui nous permet de battre un nouveau record de rencontres d'affaires. Pour cet engouement et cette soif d'entreprendre nous rend extrêmement fiers sans nous surprendre réellement, tant cela témoigne de l'effervescence et de la dynamique que nous observons depuis le début de ce forum. Les cris de cœur lancés à l'issue de cette 7e édition du Forum international Afrique Développement à l'attention de tous les fils du continent est de se mobiliser pour passer d'une Afrique qui tend la main à une Afrique moteur de développement. Ce n'est pas sorcier et c'est bien possible. Conviction partagée ici. Et à l'issue du forum, nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à certains participants pour avoir leur point de vue sur l'intérêt et les recommandations de cette 7e édition. Tous saluent l'esprit de cette rencontre et appellent les dirigeants à la mise en œuvre des recommandations pour sortir l'Afrique de l'ornière. Suivant. Parce que pour recevoir autant de monde et bien recevoir ce monde-là, il faut le faire. Et ça, c'est vraiment tout à l'honneur de la Banque Attijari et aussi du groupe qui a été chargé de l'organisation. Deuxièmement, c'est de dire les thèmes qui ont été abordés. Nous sommes tous des Africains, nos problèmes, nos soucis au quotidien ont été évoqués ici. Des pistes de solutions nous ont été annoncées. Maintenant, il nous reste justement à mettre cela en application, c'est-à-dire de nous retrouver, de nous regrouper, de nous unir pour être plus forts. C'est ce qu'on nous a demandé et nous allons le faire. En tout cas, je m'y emploierai et je demanderai que le groupe Attijari, qui est à Bamako, fasse une communication des plus importantes. C'est un clin d'œil que je donne à madame pour que cela soit et que nous soyons encore plus nombreux. Oui, nous sommes très satisfaits. Comme vous voyez, c'est un franc succès. C'est un forum, comme ça a été dit à plusieurs reprises, qui a regroupé des milliers d'entrepreneurs, des représentants des institutions publiques, des représentants des différents départements ministériels de quasiment tous les pays de présence. Et nous sommes ravis justement de regrouper tout ce monde autour de la thématique d'investissement. Et nous sommes vraiment très confiants que suite à ce forum, il y aura beaucoup de business, beaucoup de projets qui vont naître. Bien sûr, toutes les filières du groupe seront derrière justement pour assurer la concrétisation de tous ces projets et de tous les business qu'on espère qu'il va être très très important, qui va être généré à partir de ce forum. Le signal fort qui a été donné ici, c'est qu'il faut investir en Afrique par les Africains et je pense que cet objectif-là a été atteint. Il y a eu beaucoup de B2B. En tout cas, nous, on a pu quand même glaner pas mal de rendez-vous et pas mal de discussions qui, je pense, que vont être fructueuses. Pendant ces 2 jours-là, j'ai eu à rencontrer pas mal de partenaires tels que l'ex-Total Energy de Mauritanie. J'ai eu à les rencontrer. Et puis, aujourd'hui même, j'ai envisagé de rencontrer Star Oil pour échanger comment me fournir au niveau du Mali dans le domaine du pétrole et dans le domaine aussi du BTP. J'ai la quincaillerie au niveau du Mali. J'ai eu des fournisseurs marocains aussi qui vont me fournir du ciment. Bon, ça rapporte quand même.
Retour à Bamako et parlons de l'arrivée de nos pèlerins. Le premier convoi des pèlerins de la STV, Société de Transit et de Voyage, est arrivé. Ils étaient 182 à faire le pèlerinage par le biais de 16 agences ayant fait front commun. La présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, Cissé Fadima Kouyaté, nous donne plus de précisions au micro de Tiamogo Konati. Nos pèlerins sont au nombre de 250. Et c'est notre premier groupe qui vient comme ça de la Mecque. Donc nous sommes là pour les recevoir. Et vraiment, c'est avec une grande joie qu'on le fait aujourd'hui, puisqu'ils ont pu faire ce 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Ils sont partis sans encombre. Ils ont eu à faire les prestations pour le Hajj sans encombre. Et ils sont revenus également dans les temps et sans encombre également. Nous remercions Allah subhanahu pour nous avoir fait cette faveur-là. Les autres vont venir avec d'autres vols et aujourd'hui avec top 10. Est-ce que vous faites une idée du nombre de pèlerins arrivés aujourd'hui et le restant? C'est 182 pèlerins qui sont arrivés aujourd'hui. Les pèlerins sont répartis sur des vols. Il y a égyptaires, il y a top 10, il y a des vols réguliers également. Parce qu'en réalité, il y a eu 13 323 pèlerins qui sont partis cette année. 40e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales de l'ASECNA, une session qui se penche sur l'adoption du compte-rendu et l'état d'exécution des résolutions et recommandations de la 39e session, le point d'exploitation, les équipements et infrastructures techniques ainsi que les ressources humaines. Reportage Mamadou Fani. Cette 40e session du comité de gestion de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, donne l'opportunité à la structure de faire un bilan à mi-parcours des activités programmées au titre de l'année 2024. Il s'agit d'examiner la mise en œuvre partielle des résolutions issues de la dernière session. Tous les indicateurs au niveau de la délégation de l'ASECNA aux activités aéronautiques nationales du Mali sont ouverts. Les principaux investissements que nous sommes confiés ont tous démarré, sinon il y a la plupart qui sont terminés. Après le départ de l'aménagement, ce n'est pas du tout évident, on est là-bas et les services sont correctement assurés. Actuellement, nous sommes en train de faire de grands travaux sur la piste de l'aéroport de Mopti. Donc vraiment, on peut vous dire ici que, en ce qui concerne la délégation de l'ASECNA aux activités nationales, les signaux sont plutôt positifs et nous poursuivrons dans ce sens-là. Le programme d'investissement de l'ASECNA vise à maintenir et à améliorer les outils et les infrastructures en vue de renforcer les activités de l'aviation civile. Je relève à cet égard à votre attention les travaux ci-après, la réhabilitation de la boucle B et des faits d'approche du balisage des pistes de Caille, la construction et la rénovation des bâtiments au niveau des aérodromes et des stations synoptiques à Bougouni, San, Ségou, Kouchala, Yelimane et Nyoro. Les renforcements des marquages de la piste et des bretelles de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. La réparation des chaussées aéronautiques des aéroports de Bamako et de Caille. Les branchements de l'aéroport de Tombouctou au réseau moyenne tension de EDM. Les grosses réparations de la piste de l'aéroport de Mopti, y compris la reprise partielle des zones de toucher des roues. L'acquisition des véhicules incendies de moyenne puissance pour Sikasso et Tombouctou. L'ASECNA se réjouit aujourd'hui des activités menées qui sont les indicateurs de pilotage concernant le trafic de l'information aéronautique, la protection contre l'incendie, la disponibilité d'équipements de communication et de navigation, entre autres. Cette session va certainement renforcer ces différents acquis. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a tenu sa deuxième session ordinaire. La situation financière, l'avancement des travaux publics, dont l'assainissement de la ville de Bamako sont les différents points passés en revue lors de cette rencontre. Awa Adaman Koulibaly et Tadeb Adjaouyakoye. À 6 mois de sa prise de fonction à la tête de la mairie du district de Bamako, la délégation spéciale dresse son bilan, redonner à Bamako sa coquetterie et améliorer la gouvernance financière de la mairie. Pour l'atteinte de la première mission, nous avons focalisé nos efforts sur le renforcement de la capacité opérationnelle de la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, DSUVA, pour plus d'efficacité des effectifs en ressources humaines, des matériels et des ressources financières ont été mis à la disposition de ces services
afin qu'il puisse accomplir ses multiples missions. Quant à l'accomplissement de la seconde tâche concernant la comptabilité, les actions posées portent déjà leurs fruits. Les résultats enregistrés à cet égard sont encourageants. On peut citer entre autres le processus de reprise de la gestion de la Maison des artisans de Bamako, qui est très avancé. La reprise du parking Square Lumumba. La reprise des opérations de collecte des taxes au niveau des deux postes, Zantigila et Djarakoroba, avec l'appui du département. La relance de la question de la gestion des halles Félix Boigny. La reprise de la gestion de la maison du partenariat. L'appurement des dettes, environ 10%. Au cours des 2 jours de discussion, les membres de la délégation se penchent sur 2 volets, à savoir l'adoption du budget additionnel de l'exercice 2024 de la mairie du district et le vote des subventions accordées aux organismes professionnels. 7e session extraordinaire du comité de pilotage de projets de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. À l'ordre du jour, l'approbation du plan de travail et le budget annuel révisé pour l'exercice 2024 qui s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Reportage Agibou Koulibaly et Tchédia Kamara. À 72 heures de la clôture de la phase test du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, PREFEN, les administrateurs se concertent pour échanger sur les grandes réalisations du projet. PREFEN, c'est une initiative du gouvernement de la République du Mali qui, ayant constaté la dégradation que subit le fleuve Niger, a sollicité et obtenu auprès de la Banque mondiale le financement d'un projet et pour conduire des actions au niveau des deltas intérieurs. Actions se portant entre autres sur le dragage du chenal navigable de Kemassina à Diafarabi, mais aussi le balisage de l'ensemble du chenal de navigation de Kemassina jusqu'à la sortie du Debo Aka. Et par ailleurs, appuyer les communautés vivant dans ces zones-là en projets, ce qu'on appelle les micro-projets, que d'autres diront activités génératrices de revenus. Cette session est l'occasion pour les administrateurs d'examiner 2 points clés. Vous aurez d'une part examiné et adopté les PTBA 2024 révisés pour un montant de 4 milliards 325 millions 18 918 francs CFA contre 4 milliards 339 millions 368 48 francs CFA approuvés lors de la 6e session ordinaire tenue en novembre 2023. Et d'autre part, à valider le plan d'utilisation des ressources générées par le compte d'intérêt du projet d'un montant de 37 330 170 francs CFA au 31 mai 2024. Le coordinateur du PREFEN a rappelé qu'avec les résultats positifs du projet, il est nécessaire de demander une seconde phase pour sa mise à échelle. Cela permettra, précise-t-il, de consolider les acquis et de répondre aux nouvelles attentes formulées. Actualité régionale, la 2e session ordinaire de l'année 2024 du Conseil régional de Caille. Cette session est consacrée à l'examen et à l'adoption du budget 2024 qui s'élève à plus de 15 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Kabadjara. 6 points étaient à l'ordre du jour de cette 2e session ordinaire 2024 du Conseil régional des Cailles. Il s'agit notamment de la lecture et l'adoption du procès-verbal de la première session ordinaire 2024 et surtout l'examen et l'adoption additionnelle au titre de l'exercice 2024 qui s'équilibre en fonctionnement et en investissement d'environ 15 milliards et demi de francs CFA. Il y a eu le résultat de l'exercice précédent. Donc le solde de l'exercice précédent qui se chiffre à 2 milliards environ, qu'on va prendre en compte sur le budget de cette année, mais à travers ce budget additionnel. Donc ce montant qui est d'environ 2 milliards, on l'a réparti à environ à part égale, moitié pour le fonctionnement et moitié pour les investissements. Sinon, en réalité, le budget, il reste toujours à peu près la même. En fonctionnement, nous en avons pour 10 milliards et en investissement, nous en avons pour 5 milliards et demi. Outre l'examen et l'adoption du budget additionnel au titre de l'exercice 2024, les conseillers ont planché sur l'adhésion du Conseil régional des Cailles à Lourou-Fogar et surtout l'examen et l'adoption des projets de convention. Lourou-Fogar, c'est l'association où toutes les régions du monde se retrouvent.
Donc c'est une fêtière qui aide à structurer également les régions et qui fait aussi de la mise en relation entre les régions et les structures, notamment celles des Nations Unies. Rappelons que les travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional des Cayes prendront fin le 29 juin prochain. Le gouverneur de la région de Kita a effectué une visite à Tokoto pour constater des dégâts causés par des bandits qui ont attaqué et brûlé le 10 juin dernier la brigade territoriale de la gendarmerie, la gare ferroviaire abritant une mission de sécurisation d'un détachement de la police nationale, de la protection civile et la maison d'arrêt. Le point avec Mahamadi Alioubari. En se rendant à Tokoto, le chef de l'exécutif régional de Kita a d'abord voulu rassurer les populations du rôle important que jouent les forces de défense et de sécurité, mais également constater les lieux qui ont fait l'objet d'attaques le 10 juin dernier. Dans cette attaque, les bandits armés non identifiés ont ciblé un détachement mixte de la police nationale, de la protection civile, occupant la gare ferroviaire, la maison d'arrêt et la brigade territoriale de la gendarmerie de Tokoto. Je suis très contente de cette visite du gouverneur. Vous savez, nous devrions rester soudés tout en donnant la bonne information au bon moment, afin de mettre fin au banditisme dans nos localités. Cet événement malheureux va provoquer une meilleure coordination des forces en présence, donc une meilleure réaction, en tout cas pour l'avenir, sur le plan de la sécurisation de Tokoto, de l'axe ferroviaire, mais aussi de la bourgade en général. Le gouverneur est allé aussi à la rencontre de la population civile, une opportunité d'expliquer la nécessité de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et sa population. Nous avons tenu à faire participer la population à sa propre sécurité. De ce fait, d'aider les forces de défense et de sécurité, notamment dans le renseignement, de les aider dans le ciblage et aussi de pouvoir passer l'information à temps afin que des dispositions soient prises au plus haut niveau pour circonscrire et prévenir toute attaque. Les notabilités ont, au nom des populations, rassuré l'exécutif régional de leur disponibilité à accompagner les autorités de la transition pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de la région de Nioro, lui, était à l'aéroport Cheikh Hamada Maoula Chérif, qui peut désormais recevoir des vols des compagnies aériennes. Moussa Diakiti. Il s'agissait au cours de cette visite pour le général de brigade Ali Anaji de s'imprégner de l'état de la piste d'atterrissage, des infrastructures et du dispositif sécuritaire afin de rassurer les populations, les usagers et les compagnies aériennes de l'opérationnalisation du dit aéroport contre les rumeurs qui faisait état de sa dégradation. L'aéroport de Nioro est à 100% opérationnel. Tous nos équipements, les installations sont normatives, prêtes à acquérir les avions adaptés pour l'aéroport. Nous sommes rassurés qu'aucune entrave n'existe empêchant l'utilisation et l'exploitation de cet aéroport. Cet aéroport représente beaucoup pour la région de Nioro. Et sur le plan historique, je tiens à la compréhension de la population et de leur dire que si nous leur demandons d'abandonner les zones sensibles aux alentours de l'aéroport, c'est pour leur bien-être. La visite du commissariat de police à seulement 100 mètres de l'aéroport pour renforcer les dispositifs sécuritaires a mis fin à cette visite. Et à Ménaka, rencontre entre le gouverneur et les acteurs humanitaires. Il s'agit de faire le point des services rendus aux couches vulnérables. Le reportage de Mohamed Lamine Maïga avec la voix de Fadema Keita. La rencontre en cours s'inscrit dans le cadre des comptes rendus périodiques mensuels, trimestriels ou semestriels des rapports des missions humanitaires dans la région de Ménaka. Selon les 12 ONG qui ont rendu leur rapport, près de 70% des victimes des conflits ont bénéficié d'appui des acteurs humanitaires évoluant dans la région. Les constats montrent que les assistances au profit des populations en insécurité alimentaire n'ont pas été à la hauteur des souhaits. Pour ces raisons, conformément aux textes et politiques en vigueur en République du Mali, la nécessité impose de mettre en place un canevas commun pour les comptes rendus et rapports périodiques en tenant compte de vos pratiques. L'enregistrement biométrique lancé a permis d'identifier les bénéficiaires potentiels des 10 appuis humanitaires. Mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers
à tous les acteurs humanitaires, notamment la coordination des actions humanitaires OCHA, pour leurs appuis prêchés et multiformes qui n'ont jamais fait défaut à ce processus. Le chef de l'exécutif régional tient à une meilleure coordination des actions afin de répondre favorablement aux besoins des victimes des conflits et catastrophes de la 10e région administrative du pays. Faciliter l'accès des acteurs de marché aux opportunités de marché, c'est l'objectif de l'atelier de mise en relation des acteurs du marché business to business de Mopti, Boubacar Sankari et Jakaria Traoré. L'atelier de mise en relation B2B des acteurs du marché, couplé à la mini-foire aux intrants agricoles et produits agricoles transformés, est un espace d'échange et de renforcement des liens d'affaires entre les producteurs, les agro-dealers et les institutions financières. Il est organisé par Fidve Futur Sougou Yiriwa et Séné Yiriwa en collaboration avec la plateforme multi-acteurs. L'événement offre aux acteurs un espace de promotion des produits agro-pastoraux, engrais, semences améliorées, pesticides, équipements et les produits financiers offerts par les institutions de microfinance et les banques. En outre, les 200 acteurs venus des 8 cercles des régions de Mopti, Banyangara et Douanza vont faire le diagnostic des contraintes d'acquisition ou de fourniture des produits ou intrants agro-pastoraux et échanger sur les difficultés d'accès des producteurs aux services financiers. Les autorités administratives de la région de Mopti, par ma voix, renouvellent leur engagement et restent aux côtés de Sougou Yiriwa et de Séné Yiriwa pour la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit des couches les plus vulnérables. Le représentant du gouverneur a visité les stands de la mini-foire aux intrants agricoles et produits agricoles transformés installés au terrain Gangal. Pour rappel, Fidve Futur Sougou Yiriwa est une activité de commercialisation financée par l'USAID et mise en œuvre dans la zone du Delta par un consortium d'ONG composé de Care Mali, Amassa Afrique Verte et Amproud Sahel. L'ONG Avocats sans frontières Canada face aux hommes de médias, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Il a été question du traitement accordé aux dossiers portant sur les actes de violence sexuelle lors des conflits armés au Mali. Plus de détails avec Sogona Kamisoko. Pendant la période de forte crise, elles étaient nombreuses, les femmes et les filles, à connaître des violences sexuelles et d'autres formes d'exaction de nature à porter atteinte à leur dignité. Des pratiques dont la gravité impose la nécessité de poursuivre les acteurs en justice. Cependant, de l'avis de l'ONG Avocats sans frontières Canada, cette poursuite tarde à se concrétiser. Les violences sexuelles en temps de conflit représentent l'une des formes les plus atroces de violation des droits humains. Il est impératif que nous abordions ce problème de manière holistique, globale, en tenant compte des causes sous-jacentes et en mettant en place des mécanismes robustes pour prévenir et pour répondre à ces violences. L'initiative est soutenue par l'ONG WILDAF et le collectif Cri de cœur de la société civile qui ont fait de la protection des droits humains, notamment ceux de la femme, leur raison d'être. Nous demandons au ministère de la Justice et au pôle spécial judiciaire de poursuivre avec détermination et rigueur les enquêtes en cours sur ces faits de violences sexuelles liées au conflit. Et aussi, il est crucial de mettre fin à l'impunité qui entoure ces crimes pour offrir à ces victimes justice et réparation. Les mécanismes non judiciaires de justice transitionnelle et les mécanismes judiciaires sont des outils indispensables et complémentaires pour répondre aux violences sexuelles liées aux conflits armés. A souligné que cette activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit célébrée chaque année le 19 juin. Une occasion de sensibilisation, mais aussi de plaidoyer auprès des autorités pour faire bouger les lignes. Le bal de costumes traditionnels de l'ERTM, c'est demain samedi au CICB. Plusieurs activités au programme dont la lutte traditionnelle. Oui, il y aura une arène pour les lutteurs. Ils sont en pleine préparation pour cette soirée. Notre équipe de reportage dirigée par Abdul Karim Kaba a fait un tour au terrain d'entraînement suivant.
50 lutteurs de 5 écuries, à savoir Tangasport, Grand Marché, Doumouniara, Maïebe et Usfas, sont les athlètes de la lutte traditionnelle de l'édition 2024 du bal de costumes traditionnels de l'ORTM. Les poids légers, moyens et lourds sont les catégories concernées. On a décidé de participer et d'honorer vraiment la Fédération malienne de lutte à travers la lutte traditionnelle pour honorer vraiment la culture du Mali. Nous sommes dans la préparation, comme vous avez constaté. On a fait appel à tous les écuries de lutte de Bamako. Au-delà de valoriser la tradition malienne, cette soirée de l'ORTM est un bon cadre pour les lutteurs maliens de montrer leur savoir-faire. Et l'occasion est bonne pour la Fédération malienne de lutte traditionnelle de présenter le trophée de 3e place obtenu par le Mali lors du festival de lutte traditionnelle international Tabaski Bouaké 2024. Sur les 4 pays participants, le Mali s'est classé 3e. C'est une première fois que les dames vont participer. Le trophée, on a eu en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de pays là-bas, donc Mali a récupéré la 3e place. Donc les dames, je salue nos autorités, tout le monde, les présents, tout. La lutte, ça se développe, mais souvent on oublie les femmes. Nous, on veut que dans chaque écurie, qu'il y aura des femmes dedans. Donc c'est notre souhait. Qui, pour succéder à Souleymane Sangara Balamba, c'est-à-dire champion de lutte traditionnelle du bal de costumes de l'ORTM? La réponse, c'est ce samedi soir au Centre international de conférence de Bamako. Oui, le rendez-vous est donc pris pour demain samedi à 21h sur l'esplanade du CICB. Nos grands-pères disaient, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Alors venez découvrir le Mali dans toute sa diversité culturelle et artistique avec l'ORTM, la passion du service public. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dieu voulant, à demain, même heure, même plateau. Bonne fin de soirée à tous.